Bonsoir, très bonne année et bienvenue dans le vrai monde. Si l'homme se contentait de rester assis et de réfléchir à sa fin prochaine, à sa terrible insignifiance et à sa solitude dans le cosmos, il deviendrait très certainement fou ou succomberait à un sentiment paralysant de futilité. Pourquoi pourrait-il se demander, se préoccuper d'écrire une grande symphonie et d'essayer de gagner sa vie, ou même d'aimer quelqu'un, si cet homme n'est rien de plus qu'un microbe éphémère posé sur un tas de poussière qui tournoie dans l'immensité inimaginable de l'espace. Ainsi ne parlait pas Zarathustra, mais Stanley Kubrick. Michel Simon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez très bien connu Stanley Kubrick, si tant est qu'on puisse bien le connaître. Voilà, absolument. J'ai connu plus que beaucoup de gens, mais en même temps, je ne dirais pas que je l'ai vraiment connu. Ça a été des rencontres régulières, en particulier au téléphone, et puis aussi pour des grands entretiens qu'il m'a accordé avec beaucoup de générosité. Peut-être parce qu'il avait été déçu par des journalistes qui ont trahi ses propos, qui n'ont pas retranscrit ce qu'il avait dit, et que j'étais plutôt un universitaire qui faisait du journalisme. Et donc, il avait un peu confiance dans mes scrupules et peut-être dans mon honnêteté par rapport aux propos que je lui communiquais toujours avant de la publication. Je crois qu'un jour, il a dit « Les journalistes peuvent me faire du tort de deux manières, soit en déformant mes propos, soit en les publiant exactement. » Je ne connaissais pas cette citation. Alors, votre livre... Kubrick, il n'y a pas le prénom, j'ai remarqué dans le titre, Kubrick, a bercé la cinéphilie de beaucoup de gens dans les années 80. Il a été plusieurs fois réédité. La dernière réédition s'est préfacée par Martin Scorsese. J'aimerais que vous nous parliez de cette nuit à Londres où vous cherchiez vos esprits, je vous cite, après avoir vu 2001 Odyssée de l'espace. Oui, le film, comme c'était souvent le cas à l'époque, il n'y avait pas des sorties massives dans le monde entier au même moment. À l'époque, les films américains sortait en Amérique et en Angleterre, puisque c'est la même langue, quelques mois, 3-4 mois avant les sorties européennes, le temps de faire le doublage, etc. Et donc je m'étais rendu à Londres pour voir 2001 à la première, qui avait lieu à Leicester Square, cœur de Londres, le quartier des théâtres et des cinémas. Et je me rappelle que le choc que j'avais rencontré était tellement grand que j'ai eu un mal fou à rentrer à mon hôtel et à me mettre au lit. Et donc j'ai marché pendant 2-3 heures dans Londres, tellement j'avais la tête pleine de ces images extraordinaires, au départ qui me semblaient indéchiffrables, et qu'ensuite j'ai essayé de comprendre. Et je dois dire que ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie de cinéphile, d'assister à des films qui étaient en même temps des révélations, des tournants, dans mon admiration pour le cinéma. Un peu comme les gens qui ont dû voir Le Cuirassé Potemkin pour la première fois en 1925 ou qui ont vu Citizen Kane en 1941, d'assister à quelque chose de bouleversant par rapport aux habitudes. Keir Dullea, qui joue un des deux cosmonautes dans 2001 Odyssée de l'espace, raconte, là dans les bonus DVD du film, que ce qui l'a beaucoup surpris, c'est que quand il allait chez Kubrick, dans sa maison, il y avait toujours beaucoup de gens de plusieurs disciplines artistiques, des sculpteurs, des peintres, des écrivains. Est-ce que c'est pas ça aussi qui nous fascine et qui vous fascine? C'est-à-dire, chez Kubrick, il y a le cinéma centralement, mais le cinéma est toujours au profit d'une réflexion. Oui, c'était incontestablement un penseur, c'était un philosophe, c'est quelqu'un qui avait une tournure d'esprit vers l'abstraction et la curiosité qui le caractérisait. Là aussi, peut-être que ça a joué dans nos rapports, c'est-à-dire que moi, j'appartiens à une génération dans les années 50, quand j'étais au lycée, j'écoutais de la musique, j'allais au Louvre, je lisais des écrivains, je lisais Dostoïevski, j'allais voir des tableaux de Tintoret. Et donc, cette sorte de multiculture, qui n'est pas tellement évidente aujourd'hui, me rapprochait des cinéastes, parce que tous les grands cinéastes que j'ai rencontrés étaient des gens qui avaient une formation visuelle, qui fréquentaient les musées, qui écoutaient de la musique, et qui étaient prêts à pratiquer cet art multiple qu'est le cinéma, qui est la synthèse de tous les arts. Le cinéma est arrivé quelques années après les opéras de Wagner. Les opéras de Wagner, c'était l'aboutissement
de la musique d'opéra avec toutes les... Wagner écrivait ses arias, il écrivait tous ses opéras, il était l'auteur des textes, il était l'auteur de la dramaturgie, donc c'était le Gesamtkunstwerk, comme disent les Allemands, l'œuvre d'art générale, totale, et le cinéma est arrivé juste après, et je pense que tous les grands cinéastes qu'on admire étaient des gens qui avaient une culture extrêmement variée. Vous avez été enseignant en université. J'ai trouvé un point commun entre vous et Stanley Kubrick. Chez Kubrick, il y a une manière de beaucoup préparer les films, mais de quand même toujours laisser une place à l'improvisation. Il ne voulait pas faire de storyboard, ou très rarement. Il y a des séquences célèbres, comme celle dans Orange Mécanique de Singing in the Rain, qui a été trouvée quasiment sur le vif par improvisation. Et vous, quand vous enseignez, vous disiez toujours qu'il fallait bien préparer, mais qu'il fallait quand même garder une place à l'inattendu, au contact avec les étudiants qui ne sont jamais les mêmes. Oui, je crois qu'en tant qu'étudiant, je souffrais beaucoup des professeurs qui lisaient leurs cours. Je me disais, c'est pas la peine de venir à son cours, il a qu'à me donner un polycopier, je vais lire le chapitre de son livre, plutôt qu'il me le lise lui-même. Et j'appréciais toujours quand les profs faisaient un cours magistral, certes, mais en même temps, on voyait bien ils avaient peut-être quelques notes en phase 2, mais l'essentiel du cours, c'était un discours libre, qui partait d'une grande préparation. Et donc, c'est ce que j'ai essayé moi-même de faire pour capturer un peu l'attention des étudiants. Ils sont beaucoup plus attentifs quand ils sentent que vous êtes un peu en liberté que quand vous lisez un texte en annonçant votre texte prévu. Je pense que Kubrick, effectivement, était quelqu'un... On a fait de Kubrick une sorte de Bresson de Hollywood, enfin, en tout cas du grand cinéma américain. Non, Bresson faisait faire 50 prises. Parfois, les gens se demandaient pourquoi 50 prises. Parce que c'était la même chose qu'ils avaient fait. Tandis que Nicholson, par exemple, qui est tout de même un très grand comédien, disait que quand, sur Shining, Kubrick lui demandait de répéter plusieurs fois des prises, à chaque fois, il obtenait quelque chose de différent. Et je pense que c'est ça. Vous avez cité, par exemple, Orange Mécanique. Chantons sous la pluie, c'est Malcolm McDowell qui a eu l'idée de Chantons sous la pluie. Kubrick a dit on arrête pendant 1 heure, on téléphone à la Warner... Et on achète les droits. On achète les droits, et si on a les droits tout de suite, on recommence la scène avec Chantons sous la pluie. C'est typique de Kubrick, c'est-à-dire il était fasciné surtout par les comédiens, par l'improvisation des comédiens. Peter Sellers, Jack Nicholson... Malcolm McDowell, qui était presque pas un débutant, mais qui était un jeune comédien, il appréciait les inventions qu'on lui fournissait, il ne discutait pas. Et puis son passé de photographe, Kubrick, l'incitait, j'imagine, à être toujours aux aguets. C'est-à-dire, photographier, c'est filmer un instant précis, et filmer, c'est aussi être là au bon moment et pas être, comme je le disais tout à l'heure, prisonnier de ses storyboards. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Kubrick, c'est la nouvelle vague, tout seul, en mieux que la nouvelle vague. C'est-à-dire que quand il a tourné Le baiser du tueur dans les rues de New York, il a écrit le scénario, il a fait la photo, il a fait le montage, il a fait le tournage, évidemment. Il connaissait la lumière parfaitement. Et ça, aucun des cinéastes... Godard était certainement celui qui avait le plus de connaissances techniques, mais des gens même comme Truffaut ou Chabrol se reposaient entièrement sur leur chef opérateur. Sur Eyes Wide Shut, moi, Sidney Pollack, qui jouait dans le film, me racontait qu'un jour, ils ont fait un break pour aller 10 minutes de break. Ils sont allés au bar, boire un verre d'eau, et puis ils sont revenus 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, et le chef opérateur a dit « Bon, ben on recommence ». Et Kubrick a dit « Non, c'est plus la même lumière ». C'est-à-dire que ni Sidney Pollack, qui est metteur en scène et très très bon metteur en scène, ni le chef opérateur du film n'avaient vu que la lumière n'était pas exactement la même lumière. Donc il fallait changer l'éclairage. Mais Kubrick l'avait vu, c'est-à-dire qu'il était plus fort que ses chefs opérateurs. D'ailleurs, un de ses chefs opérateurs disait, ce qui est formidable avec Kubrick, c'est qu'on apprend tous les jours quelque chose et en plus on est payé. Ces 2 premiers longs métrages, Fear and Desire et Killer's Kiss, ces 2 films dont il n'était pas entièrement satisfait, visiblement il a même essayé de les cacher, etc. Pourtant, il y a 2 choses quand même qui
présage du Kubrick futur. La première, vous l'avez dit, c'est que effectivement, quand on regarde à bout de souffle, on n'est pas très très loin de certaines images qu'on voit dans Killer's Kiss, de ce boxeur, de cette attente, de cette femme blonde qui ressemble un peu à Jean Seberg, cette errance qui annonce ça. Et puis justement, il y a l'image de la femme. C'était 4 ans avant à bout de souffle. C'était 4 ans, voilà. C'est pour ça que il y avait, même dans ses erreurs, Kubrick avait créé une liberté de ton et une liberté de style aussi. Et il y a cette phrase dans son premier film où ce sont des combattants qui sont perdus derrière les lignes ennemies. Il y a ce sens déjà de l'absurde. Et il y a cette phrase que j'ai notée: la glace a fondu et nous sommes tous des îles. C'est-à-dire que chez Kubrick, il y a toujours aussi un petit côté Camus, il y a un petit côté absurde, mais qu'est-ce qu'on fait là? Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 premiers films qu'il estimait ratés, mais surtout le premier, Fear and Desire, qui est un film de guerre, je pense que les 2 derniers films qu'il a faits sont des repentirs, comme on dit en peinture. C'est-à-dire que Full Metal Jacket, c'est le repentir du premier film de guerre, et Eyes Wide Shut, ça c'est plus lointain tout de même, qui est un film sur de rapports sexuels, de couple, etc., avec une femme qui est amoureuse d'un boxeur et qui est sous l'emprise d'un patron de dancing, lubrique et très, très violeur, potentiellement violeur. Je pense que ça annonce un peu le deuxième film, le dernier film, qui est un film absolument sublime et qui n'a été pas compris du tout, parce que pour la première fois, Kubrick faisait un film sur le couple, un vrai film sur le couple. Jusque-là, ces couples étaient totalement désaccordés. Lolita, c'est pas un couple qui fonctionne vraiment. Barry Lyndon non plus. Il y a des films de couple dans les films de Kubrick. Mais c'est la première fois qu'il abordait vraiment un vrai couple, avec tous les problèmes que peut rencontrer un vrai couple. Et dans Fear and Desire, il y a cette autre phrase où un des soldats dit « Essayons de rester civilisés ». C'est une phrase à la fois très banale, mais qui annonce aussi toute la question de Kubrick, qui est de... la civilisation est imparfaite, les sociétés créées par l'homme sont imparfaites, mais il faut faire de notre mieux pour sublimer tout ça et trouver notre place. Oui, mais il était plus pessimiste que ça, je crois. Je crois qu'à part Eyes Wide Shut, qui se termine sur « Allons baiser », c'est tout de même la seule note d'espoir à la fin d'un film de Kubrick, quand l'épouse, après tous les problèmes qu'ils ont rencontrés dans la durée du film, qui lui dit « Allons baiser », c'est une fin optimiste par rapport à tous les films de Kubrick qui se terminent finalement par la mort, donc, ou par la folie, par l'absence de rédemption. C'était quelqu'un qui avait une vision très, très sombre de l'humanité, très freudienne, c'est-à-dire qu'il pensait que les pulsions de mort finissaient par l'emporter sur les pulsions de vie. C'est ça le grand sujet de Kubrick. Oui, mais moi je me souviens de vous au Forum des images présentant un film de Roy Anderson et disant que le point commun entre Roy Anderson et Stanley Kubrick, c'est que ce sont des êtres qui souffrent de voir l'homme souffrir. Donc il n'y a jamais, c'est jamais misanthrope en fait. C'est peut-être pessimiste, mais jamais misanthrope dans son cinéma. On cherche comment aider son prochain. Oui, je pense que Kubrick, sincèrement, aimait l'homme. C'est pas du tout cynique, c'est pas du tout une vision, c'est pas du Haneke. C'était pas une vision de l'être comme une bête pointe à la ligne. Non, c'est un homme qui effectivement souffrait de voir souffrir. Et je pense que la façon dont il se protégeait, c'était certainement la peur d'être attaqué, la peur d'être victime. Et malgré la confiance qu'il pouvait faire, il avait tout de même toujours cette angoisse chevillée au corps qui faisait que, par exemple, il avait 7 chats et 6 chiens et qu'ils étaient totalement séparés par des conduites distinctes pour que jamais les chats ne rencontrent les chiens, parce que ça aurait pu être mortel pour l'un ou l'autre. Et donc, il se protégeait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui avaient inscrit sur les murs de sa propriété « don't », ce qui veut dire en anglais « ne pas »,« ne faites pas »,« don't do it », « ne faites pas ceci »,« don't sing », « ne chantez pas », etc. Parce que le « don't » était pratiquement le mot d'ordre de Kubrick. Donc ils avaient écrit au crayon rouge sur les murs
don't. Nous allons aller paradoxalement en France. Mon général, combien prévoyez-vous de pertes? Disons 5% de tués par notre propre barrage, c'est compté largement. 10% de plus en traversant le No Man's Land et 20% de plus sur les barbelés. Ça laisse 65%. Et le plus dur sera fait. Ajoutons encore 25% qui auront la tâche de conquérir la côte 110. Il nous reste des effectifs plus que suffisants pour la garder. Mon général, cela veut dire que plus de la moitié de mes hommes seront tués. Oui, il est terrible que ce soit à ce prix, colonel. Mais nous aurons enfin la côte 110. Mais l'aurons-nous? Je compte sur vous, colonel. La France tout entière compte sur vous. Mes propos vous amusent, colonel? Je ne suis pas un taureau, mon général. Inutile d'agiter un drapeau pour me pousser à charge. Je n'apprécie guère que vous compariez le drapeau français à la cape d'un matador. Je ne pensais rien d'irrévérencieux pour le drapeau français. Le patriotisme est peut-être vieux jeu, mais montrez-moi un patriote et je vous montrerai un honnête homme. Tout le monde n'est pas d'accord. Samuel Johnson était d'un tout autre avis sur le patriotisme. Et que disait-il, par exemple? C'est sans intérêt. Qu'entendez-vous par sans intérêt? Mais non, ce n'est vraiment pas important. Colonel, quand je pose une question, c'est toujours important. Qui était cet homme? Samuel Jones. Et qu'avait-il à dire sur le patriotisme? Il disait que c'était l'ultime refuge de la canaille. Excusez-moi, mon général, ça n'avait rien de personnel. Les Sentiers de la Gloire. Beaucoup de gens pensent que ce film a été censuré, et j'ai appris en fait qu'il n'a jamais été présenté à la censure, donc il n'y a même pas eu de censure. Le premier plan où apparaît Kirk Douglas dans le film, il a la tête dans l'eau. Il est en train de se laver avant que les généraux viennent lui faire la leçon. Chez Kubrick, l'homme est un animal querelleur. Depuis Les Singes de 2001 jusqu'aux Tranchées de 14. Oui, c'est l'instinct d'agression. C'est là où je dis qu'il était freudien, c'est-à-dire qu'il voyait dans l'être humain un conflit entre, si vous voulez, la civilisation d'une certaine façon et la barbarie. La civilisation est un vernis extrêmement mince qui recouvre des pulsions qui se finissent par être mortelles. C'est là que vient son pessimisme. On ne peut pas être freudien et être optimiste. Et je pense que le problème de Kubrick, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est toujours alerté par un fond animal qui est toujours présent dans l'homme et prêt à surgir à n'importe quel moment. Et tous ces films racontent la même histoire. C'est-à-dire que Les Sentiers de la Gloire, c'est évidemment un film sur ces pulsions des généraux guerrières, ces chiffres de statistiques, la façon dont tout est programmé, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kubrick a commencé par être considéré comme un grand cinéaste de gauche, avec évidemment Les Sentiers de la Gloire, qui a été non pas interdit, mais qui a été partout l'objet de censure locale, etc. Et puis ensuite Spartacus, qui n'est pas un projet de Kubrick, mais qu'il a repris. Kirk Douglas, producteur du film, s'est disputé avec Anthony Mann et au bout de 10 jours a demandé à Kubrick de succéder à Anthony Mann. Et comme Spartacus était écrit par un écrivain communiste, Howard Fast, et que c'était un grand film sur la révolte des esclaves, évidemment, on a, avec ces deux films, Les Sentiers de la Gloire et Spartacus, Kubrick a été identifié avec un homme de gauche. Or, Kubrick n'était pas vraiment un homme de gauche, il était pessimiste au point que je dirais qu'il était plutôt anarchiste, plutôt libertaire. Il était contre le pouvoir, quel qu'il soit, parce que le pouvoir devient absolu, tue absolument. Et donc, il connaissait ce qui était devenu la révolution russe, il connaissait aussi ce qui était devenu la révolution maoïste. Il savait que finalement, les forces de gauche, une fois arrivées au pouvoir, obéissaient aux mêmes pulsions que les forces de droite. Mais évidemment, comme il était contre le pouvoir absolu, il était plutôt du côté libertaire, c'est-à-dire qu'il avait une haine de l'armée, évidemment, parce que l'armée avait une capacité de destruction. C'est ce qui se passe avec Dr Folamour. Alors, les gens ont eu beaucoup de mal à s'adapter au nouveau Kubrick. Ils ont été très troublés. Ils ne savaient pas comment, par exemple, Lolita, d'après Nabokov, est un film qui a été très, très, très diversement accueilli. Et ensuite, les films de Kubrick ont été très souvent attaqués, de tous les côtés d'ailleurs, aussi bien par la droite que par la gauche. Dans le documentaire qui accompagne votre livre « Le cinéma en partage », il y a un entretien avec Bertrand Tavernier qui fait allusion à la constante réévaluation des films de Kubrick dans le temps.
Oui, c'est-à-dire qu'Tavernier avait été l'attaché de presse. Ça s'était pas très bien passé. Ça s'était pas très bien passé. Il était l'attaché de presse. C'est grâce à lui, d'ailleurs, je pense que j'ai obtenu mon premier entretien. Il était l'attaché de presse de Orange Mécanique. Et il lui a écrit un télégramme en lui disant « Vous êtes un génie, mais comme être humain, je ne peux pas travailler avec vous parce que Kubrick refusait toujours des propositions, etc. » Il faut dire qu'il était particulièrement exigeant. Alors, c'est dans Les Sentiers de la Gloire qu'on voit ce plan matriciel du travelling arrière, où on voit toujours la caméra qui précède l'homme, j'allais dire presque l'homme révolté. Donc là, c'est Kirk Douglas dans les tranchées de la guerre de 14. Ça sera aussi Jack Nicholson dans les couloirs de l'hôtel. Ça sera aussi Tom Cruise dans les rues de New York. Et Kirk Douglas, finalement, c'est la dernière fois que Kubrick montre un héros quasiment positif. Il y a Full Metal, sans faire de jeu de mots, il y a Full Metal Jacket, mais c'est quand même, on est encore un peu dans le héros qui parvient à gruger le système un petit peu. Oui, ça vient du roman du Sentier de la Gloire, qui est un roman d'après des expériences vécues paru dans les années 30 sur la guerre de 14. Donc Kubrick n'a pas vraiment modifié l'esprit du livre, qui est au fond dans la tradition libérale américaine. Les Sentiers de la Gloire, c'est un film anti-guerre qui a été pris comme tel. Ensuite, c'est vrai que Kubrick n'a plus de héros positifs dans ses films. Je pense que Les Sentiers de la Gloire, c'est un film qu'il aimait certainement, mais c'est comme Spartacus. Il était en désaccord avec Dalton Trumbo, qui était le scénariste, qui était membre du Parti communiste, une des victimes de la liste noire. Et je pense que dans Spartacus, il y avait des divergences entre lui et Trumbo, qui avait une position beaucoup plus optimiste, disons, de révolutionnaire, qui ne pouvait pas cadrer avec ce qu'il montrait. Quand les 3 soldats sacrifiés par la France, les 3 soldats français sacrifiés par la France sont condamnés à être exécutés, il y a quelques heures avant, et on vient leur donner l'extrême onction, ou en tout cas les confesser. Et moi, il y a une séquence qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, l'un des soldats frappe le prêtre. Il frappe le prêtre. Oui. Il lui donne une tape. Alors, c'était peut-être dans le roman, mais Kubrick, c'était pas un religieux. Hein. Non, c'est compliqué parce que je sais que pour son enterrement, il a demandé un kaddish. Donc, ça veut dire qu'il avait un lien très ténu, parce que c'était un juif, finalement, qui n'était pas pratiquant. Mais il a demandé un kaddish. Et je pense que le côté métaphysique de Kubrick, c'est 2001 par exemple, on peut le voir comme un film spiritualiste, n'est pas sans rapport avec la religion. Donc je pense que ça reste. Mais je ne dirais pas du tout que Kubrick était effectivement un croyant ou un militant. On tue pour soutenir le moral des troupes. C'est ce qui est dit dans Les Sentiers de la Gloire. Oui. C'est-à-dire, c'est l'absurde dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi que les organisations qui sont au-dessus de l'homme parviennent à manipuler l'homme et en faire quasiment un rat de laboratoire, comme dans l'orgie de Eyes Wide Shut. Oui, c'est-à-dire que ce qui est frappant dans Les Sentiers de la Gloire, quand on voit ensuite tous les films de Kubrick, c'est le côté mécanique, le côté irrémédiable de la progression du film, c'est-à-dire tout conduit à la fin. Toutes les étapes de la répression sont présentes à chaque moment. C'est-à-dire c'est une sorte de machine à détruire l'être humain. Et c'est ce qui se passe dans Barry Lyndon, c'est ce qui se passe dans beaucoup de films de Kubrick. C'est toujours le chemin vers la mort. Et le titre est tellement ironique, Les Sentiers de la Gloire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un superordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter.
C'est ça, chante-la, Karl. Chante-la pour moi. 2001, Odyssée de l'espace. Là, l'être humain, il n'est pas juste face à l'absurde, quoique, il est face à la solitude extrême de ce cosmonaute. D'ailleurs, à tort ou à raison, hein, j'ai toujours pensé que le titre 2001 est aussi une allusion à... Ils sont deux au début, deux cosmonautes, et il est seul à la fin. Donc c'est ce film qui vous a plongé effectivement dans des abysses de réflexion, au-delà, et de contemplation. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'ordinateur n'échappe pas, si j'ose dire, à la condition humaine. C'est-à-dire que l'ordinateur aussi se dérègle, devient un peu fou, comme les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'humanisation de la machine qui suit le même parcours que l'être humain. Alors, évidemment, 2001, c'est un film clé pour Kubrick. C'est le film qui lui a donné peut-être sa définitive consécration. Vous savez que la revue Sight and Sound, qui a fait un référendum auprès de 3000 critiques sur le plus grand film de l'histoire du cinéma, les critiques ont choisi Jeanne Dielman de Chantal Akerman, mais les metteurs en scène, qui étaient 400 à être contactés, les metteurs en scène ont élu le plus grand film de l'histoire du cinéma. Pour eux, c'était 2001. Alors, comme je disais, mais sont-ils compétents ? Ce ne sont que des metteurs en scène. Les professeurs d'université sont plus compétents et les critiques sont plus compétents que les metteurs en scène pour dire que Jeanne Dielman est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Je vous laisse votre petite pique. Non, c'est pas une pique, c'est une constatation. Oui, bien sûr. 2001, Odyssée de l'espace, c'est aussi le film qui formalise quelque chose qui va suivre Kubrick, que lui-même va nous imposer. C'est cette idée d'Odyssée, et souvent d'Odyssée en 3 parties, c'est-à-dire une progression, un plateau et une retombée, comme dans Orange Mécanique ou dans Barry Lyndon. Et Eyes Wide Shut. Vous pensez que ça vient de sa personnalité, voire au-delà de sa vision du monde, peut-être de son enfance. Son papa était radiologue. Donc filmer, c'est aussi radiographier la vie. Oui, je pense que chez lui, il y avait cette idée d'abord de la complexité. C'était jamais quelqu'un qui avait des solutions faciles ou des visions manichéennes. Et on a souvent eu l'image d'un Kubrick assez froid, sans émotion réelle pour les victimes, etc. Je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que Kubrick est toujours du côté des victimes. Je prends l'exemple d'Orange Mécanique. La première partie du film, on est horrifié parce que Alex fait subir au professeur, à l'écrivain, au clochard, aux policiers, etc., à la femme au chat. Ils se conduisent vraiment comme les Droogs, cette bande d'assassins. C'est l'horreur absolue. Mais dans la deuxième partie, quand il revient en arrière et qu'il va rencontrer tous les gens qu'il a martyrisés, qu'il a brutalisés, du coup, c'est lui qui devient la victime de ces gens-là, qui se venge de lui et qui le torture, etc. Et dans ce cas-là, on est du côté d'Alex. On est de son côté. C'est lui qui devient, pour lequel on a de la pitié. Donc c'est bien tout à fait logique que Kubrick est du côté des victimes. Il est dans Full Metal Jacket, il est du côté du gros obèse, du soldat obèse qui tue son sergent recruteur, qui l'humilie en permanence. Dans Barry Lyndon, il est du côté de Lady Lyndon, et non pas du côté de Barry Lyndon quand son mari lui envoie de la fumée du cigare en plein visage, quand il la trompe avec les servantes, etc. Donc là, il est du côté de Lady Lyndon. Dans Shining, même à la fin du film, quand Jack Nicholson est pétrifié dans la glace et qu'il est mort là au milieu de ce labyrinthe, on peut dire que nous avons de la pitié, comme dans la tragédie grecque. Nous avons de la pitié, il est victime des dieux. Donc, dans tous ces films, sans exception, on est du côté des victimes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire du tout, c'est pas pour citer à nouveau Haneke, dans le film de Haneke sur les meurtres. Funny Games. Il traite de la même façon la famille et les tortionnaires. Ils sont tous les deux traités, regardés avec le même regard très froid. Kubrick est toujours du côté des gens qui souffrent. La famille de Kubrick était d'origine d'Europe centrale.
Vous pensez que c'est ça qui a suscité toutes ces valses que l'on entend et que l'on voit dans ces films? La valse des planètes dans 2001, la valse des meurtres dans Orange Mécanique, la valse dans Eyes Wide Shut? Oui, je pense incontestablement que l'influence de l'Europe centrale, c'est aussi en tant que juif la Shoah, évidemment. Ça, c'est pas une valse, c'est une valse mortelle, mais je pense que Kubrick était très marqué. Il avait un projet de film sur la Shoah qu'il n'a pas finalement tourné, d'après un roman de Begley, Une enfance en Pologne, qui était l'histoire d'un enfant, d'un jeune garçon qui s'évadait d'un camp avec sa tante et qui parcourait l'Europe centrale après avoir échappé à l'Holocauste. Et finalement, il a abandonné en disant que le film de Steven Spielberg l'empêchait de le faire. À mon avis, c'est qu'il n'avait pas trouvé, il n'était pas satisfait finalement de l'adaptation. Mais on connaît que la plus grande admiration que Kubrick avait en matière de cinéma, c'était Max Ophuls. Je sais par son fils Marcel qu'il avait observé pendant le tournage des Sentiers de la Gloire 1 minute de silence pour la mort de Ophuls, qui a eu lieu pendant le tournage des Sentiers de la Gloire. Il a demandé à toute l'équipe d'arrêter de travailler pour saluer la mémoire de Ophuls. Évidemment, Ophuls, c'est aussi, même s'il n'était pas viennois, il était de Saarbrück. Néanmoins, Ophuls s'est identifié à la valse, à Schnitzler, à Stefan Zweig. Schnitzler que Kubrick va adapter avec Eyes Wide Shut. Stefan Zweig qui devait adapter un film qui s'appelait Brûlant secret, d'après un roman de Stefan Zweig. Donc il avait les mêmes goûts que Max Ophuls. Vous qui avez rencontré Kubrick, alors au début c'était dans des lieux neutres et ensuite c'était chez lui, je crois. Une fois chez lui. Une fois chez lui. Une fois chez lui où il m'avait fait un poulet. Et je lui avais dit, un poulet à l'ail. Je lui avais dit, il est très bon votre poulet à l'ail. Il m'avait dit, Marks & Spencer. Et c'est là qu'il a acheté ses chemises aussi, je crois. Oui. Christiane Kubrick, sa veuve, qui jouait dans Les Sentiers de la Gloire, racontait une anecdote, c'était que Kubrick avait un bureau très 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 mal rangé et que donc quand il a fallu faire des photos de journalisme sur le tournage de 2001, il a pris le bureau d'un collaborateur. Et sa femme lui a dit « Tu as tort », parce qu'on dit souvent qu'un bureau trop bien rangé est le signe d'un esprit malade. C'est très drôle. Je ne connaissais pas cette phrase, cette anecdote. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un mélange de force de pensée et en même temps d'ouverture à l'imprévu, à l'inattendu. Parce que ce qu'on oublie, vous parlez de sa femme, c'est très important parce qu'elle a beaucoup compté pour lui. C'était sa 3e femme, mais il est resté avec elle depuis à peu près l'époque juste avant Spartacus, jusqu'à sa mort, et qui était peintre et qui faisait des peintures qui étaient exactement l'inverse de ses films. C'était des peintures de fleurs, de paysages, de jardins foisonnants, etc. Et je crois qu'il rentrait le soir chez lui et avant de passer des nuits peut-être agitées, il avait toutes ces peintures devant lui. Et je pense que Kubrick a été attaché à sa femme, à ses filles et à ses films. Je pense que c'était les seules choses qui le retenaient. Il avait, je crois pas, d'amis très proches. Il fréquentait beaucoup de gens. C'est pas du tout un sauvage, comme on l'a dit. Il faisait des dîners où il recevait des généraux, il recevait des savants, il recevait des écrivains, il recevait Polanski, il recevait des cinéastes comme Steven Spielberg, etc. Mankiewicz. Je sais que, par exemple, Mankiewicz, probablement Kubrick a eu l'idée du labyrinthe de Eyes Wide Shut, pardon, du Shining. Il a eu l'idée du labyrinthe quand il a vu le film de Mankiewicz, Le Limier, où il y a un labyrinthe. Parce que dans le roman de Stephen King, il n'y a pas de labyrinthe. Or, Kubrick, Ken Adam, le décorateur de Kubrick et de Mankiewicz, m'a raconté une soirée entre Kubrick et Mankiewicz, où Kubrick était complètement silencieux, comme un bon élève. Il écoutait, il buvait les paroles de Mankiewicz. Il est tellement impressionné par l'intelligence de Mankiewicz que c'est presque Mankiewicz qui parlait seul. Et je suis persuadé que ce labyrinthe, il y a pensé quand il a fait 7-8 ans plus tard, quand il a fait Shining, il a pensé au labyrinthe de Mankiewicz pour changer le roman de Stephen King. Et on oublie toujours que 2001 est sorti avant que l'être humain pose le pied sur la Lune. Quand l'homme a posé le pied sur la Lune,
Bien sûr. Et Kubrick est mort avant 2001. Il est mort en 1999. Et j'ai retrouvé un entretien où il dit que quand il a vu les premiers clichés de la Lune, la vraie, il disait « Ah, dans 2001, je l'ai faite un petit peu trop claire, la Terre. » Bonjour Alex. Bonjour mon fils. Comment va? Tu te sens un peu mieux? Qu'est-ce que vous faites là, Papa et Maman? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de vous voir? Non, ça va, maman, tout va bien. Il ne voulait pas dire ça. La presse parle encore de toi, fils. On dit qu'on t'aurait fait beaucoup de tort. Ils disent que c'est le gouvernement qui t'aurait acculé à ce suicide. Mais quand on réfléchit, c'est peut-être aussi un peu de notre faute, si on veut. Le fœtus de la fin de 2001, Odyssée de l'espace, fait place, premier plan d'Orange Mécanique, à un visage, à la limite de l'androgynie, un œil maquillé, un autre non maquillé, celui d'Orange Mécanique. Il y avait beaucoup de passerelles dans l'œuvre de Kubrick, de film à film, mais là, elle est frappante. Le fœtus et l'adolescent bagarreur, violeur, casseur. Oui, je ne pense pas que... Peut-être c'est inconscient qu'il y a le premier plan de ces films renvoie au dernier plan du film précédent. C'est une chose assez curieuse, parce que c'était en même temps quelqu'un qui cherchait à ne pas se répéter. Ça lui a coûté très cher au point de vue de la critique, parce que la critique adore les metteurs en scène qui font le même film. Romer, Bresson, c'est des cinéastes, des auteurs, et ce sont d'ailleurs de grands auteurs, je ne discute pas leur prééminence, mais évidemment, l'avantage pour le critique, c'est qu'il peut écrire le même article. Ça s'applique aussi bien à Manu chez Maud qu'au Genou de Claire, ou bien à Mouchette, ou au Hasard Balthazar. Tandis que Kubrick, comme chaque film est totalement différent, c'est un défi qu'il se lance, ça a complètement dérouté. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, ce que j'avais essayé de faire dans mon livre de 1999, de 1980, pardon, c'était qu'à l'époque, justement, on disait c'est pas un auteur, parce qu'il n'y a aucun lien entre ces films. C'était de montrer visuellement les rimes qui existaient entre les films de Kubrick. Et je pense que c'est une chose qui est très frappante, que vous avez cité le début d'Orange Mécanique, avec le dernier plan de 2001. On peut dire que le dernier plan de Orange Mécanique, où on voit des gens en costume qui applaudissent une scène de sexe, ça peut annoncer Barry Lyndon, qui est un film en costume qui succède à Orange Mécanique et qui est exactement l'opposé. Orange Mécanique est un film de pop art, de déchaînement, de lubricité, d'idées visuelles, etc. Alors que Barry Lyndon, que par exemple Billy Wilder n'aimait pas du tout, en disant c'est comme une visite du Louvre, c'est aussi ennuyeux qu'une visite très rapide d'une grande salle du Louvre. Barry Lyndon, c'est au contraire des plans extrêmement cadrés, magnifiques, des reproductions presque de tableaux. Donc Kubrick a toujours aimé les défis et de surprendre totalement son spectateur et son critique. J'ai l'impression aussi qu'Orange Mécanique est au confluent de plein de choses. Il y a un petit côté félinien dans certaines démesures de séquences. D'ailleurs, Kubrick et Fellini s'estimaient profondément. Évidemment, il y a le rapport à la pop culture dans Chantons sous la pluie, qu'il détourne. Mais je me suis même demandé si le chapeau que porte Alex n'était pas une référence à Charlie Chaplin. Je sais qu'il aimait Chaplin. Il a mis dans ses 10 films préférés. Il y avait un film de Chaplin. Kubrick, c'est un exilé à l'envers. C'est-à-dire qu'il est parti des États-Unis et il est venu vivre en Angleterre à cause, je crois, de son chien qu'il ne voulait pas mettre en quarantaine et faire attendre. Est-ce qu'on peut concevoir que Kubrick ait fait
Full Metal Jacket ou Orange Mécanique en étant resté sur le sol américain? Je pense qu'il serait resté sur le sol américain tant qu'il avait du succès. Je pense que c'est pas en Amérique, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le succès. On ne paye pas quelqu'un qui a des échecs. Et je pense que si Kubrick aurait pu faire Full Metal Jacket, il a choisi de vivre en Angleterre pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il commençait à avoir peur de vivre à New York, qui était déjà une ville dangereuse au milieu des années 60. Et puis deuxièmement, là, il était loin des studios. C'est-à-dire il crée un océan, si j'ose dire, entre lui et Hollywood, qui lui permet de ne pas être importuné en permanence par les dirigeants des studios. Et c'était une sorte de fossé qui le protégeait. C'est les 2 raisons. Et il adorait l'Angleterre, il adorait d'être dans un manoir de 80 pièces, une sorte de Shining, de maison de Shining, avec un très grand jardin, avec des haies, avec tous ses chiens, tous ses chats, etc. Il y avait 80 pièces. Je pense qu'il vivait très heureux dans l'Angleterre, lui plaisait beaucoup. Alors j'ai choisi cet extrait précédemment entendu d'Orange Mécanique parce que passer donc effectivement la réflexion sur qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que priver un homme de sa liberté, il y a aussi le rapport aux parents. C'est-à-dire qu'il a des parents mollassons, Alex, et on peut donc se demander, en fait, ses parents, quand il revient chez lui, ils l'ont déjà oublié et ils ont fait appel à un autre jeune homme. Les rapports père-fils dans le cinéma de Kubrick, il y a aussi de quoi réfléchir. Lui, je crois que c'était un père très aimant, mais quand on regarde Shining, quand on regarde Orange Mécanique ou Barry Lyndon, c'est jamais simple, les rapports de paternité. Non, mais est-ce qu'ils sont simples? Est-ce qu'ils sont jamais simples? Je pense que c'est la vie. Mais je n'irai pas trop sur ce terrain autobiographique parce que je ne connais pas vraiment du tout. Je sais qu'il avait une sœur qui vivait à New York et qui lui a survécu. Et je sais que je n'ai jamais entendu de mots sur ses parents. C'était pas quelqu'un à se livrer. Donc je dirais pas de conclusion, mais je pense que simplement c'est quand il parle des parents, il parle aussi de la nature humaine il devait entendre parler de tas de problèmes de parents et d'enfants, etc. Parce que quand Sean Penn fait Into the Wild et qui montre ce jeune homme qui s'en va, je sais que Sean Penn voulait aussi traiter de l'absence du père aux États-Unis. Souvent des familles américaines dans lesquelles le père est tellement absorbé par son travail que l'enfant, le fils, est souvent négligé. Mais vous savez que c'est le père de Kubrick qui lui a offert son appareil photo, qui a déterminé toute sa carrière, parce que Kubrick avait 3 passions au départ. C'était le jazz, il était batteur, c'était la photographie et les échecs, le jeu d'échecs. Et d'ailleurs, les 3 expliquent son cinéma. Le batteur, c'est le sens du rythme, le sens du montage, la musique. Les échecs, c'est quasiment la thématique de tous ses films. Le jeu d'échecs, échecs et maths. Et enfin, la photographie, c'est le génie visuel de Kubrick qui fait que si vous faites un documentaire sur son cinéma, aucun plan n'est anodin. Il n'y a pas un plan qui soit anodin. Tous ces plans sont marqués d'une incroyable force visuelle. Et un des thèmes centraux d'Orange Mécanique, dont Stanley Kubrick vous parle dans un entretien, c'est qu'en fait, la culture ne prévient pas la violence. Comme il le disait, les nazis lisaient Goethe. Absolument. Là aussi, il va contre les clichés. Il va contre les clichés. Les clichés, c'est que si on est très cultivé, eh bien, ça vous aide à être beaucoup plus tolérant, etc. Or, on sait que les Allemands étaient probablement le peuple le plus cultivé d'Europe, le plus musical. Toutes les familles allemandes écoutaient de la musique, ils écoutaient Bach, ils écoutaient Beethoven, ils écoutaient Mozart. Ça ne les a pas empêchés de saluer Hitler. Donc c'est aller contre les clichés. À propos de Barry Lyndon, dans la préface, Martin Scorsese dit que le ravissement des images de Barry Lyndon dissimule la cruauté la plus abjecte. Oui, je crois que là aussi,
c'est une critique du XVIIIe siècle qui est toujours présentée comme une période finalement de paix avant la Révolution française. Et Kubrick a voulu montrer le dernier plan du film, Lady Lyndon signe, et on voit la date, c'est 1789. Donc bientôt la terreur va arriver. C'est-à-dire les pointes de haute civilisation prélude à la destruction massive. C'est la terreur, comme la révolution de 17, prélude au stalinisme et au goulag. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que on voit la fine fleur d'une civilisation qui d'un seul coup dégénère. Au départ par un sentiment de révolte qui est très légitime, de révolution, et cette révolution donne naissance à une autre terreur. Dans Barry Lyndon, il y a la figure de l'homme qui pleure aussi. C'est pour ça que je considérais jamais que Kubrick est un misanthrope, parce qu'il fait quand même finir 3 de ses films par des hommes qui pleurent. Bon, Barry Lyndon, c'est un peu avant, mais à la fin de Lolita, James Mason s'effondre en larmes et s'en va. Voilà, disparaît dans l'image, et à la fin de Eyes Wide Shut, Tom Cruise, qu'on connaît trop pour Top Gun, s'effiloche. Il y a de ça aussi. Kubrick montre une autre facette du mal, M-A-L-E, que nous montrent d'habitude les films standards. Absolument. C'est ce que je disais sur le fait qu'il est toujours du côté de celui qui souffre. C'est la preuve de sa sensibilité. Je pense aussi qu'il avait une très grande intelligence du casting, du choix des acteurs. Parce que vous citiez Eyes Wide Shut, il a tout de même choisi un couple, le plus célèbre couple de la planète au cinéma. C'est d'ailleurs Nicole Kidman et Tom Cruise. Tom Cruise qui est membre de l'église de Scientologie. Et ce couple qui n'allait pas très bien quand il les a engagés et qui n'allait plus bien du tout quand ils se sont séparés très peu de temps après la fin du tournage. Et je pense qu'il a joué sur ces failles dans le couple qui se retrouvent dans le sujet de Eyes Wide Shut. La jalousie et aussi le fait que Nicole Kidman se révèle en tant que personnage beaucoup plus intelligente que son mari. Elle contrôle les situations, elle joue avec lui, elle le rend fou de jalousie. Et c'est tout de même extraordinaire de faire jouer à ce couple. J'ai appris très récemment que les plans de noir et blanc dans Eyes Wide Shut, où elle fait l'amour dans son fantasme avec un officier qu'elle a rencontré dans une ville d'eau en Scandinavie, eh bien, Kubrick s'est isolé avec le figurant qui joue l'amant et Nicole Kidman, et à part la pénétration, tous les gestes étaient absolument des gestes d'amour physique. Donc il est resté une semaine avec un caméraman. Je crois que c'est même lui qui tenait la caméra. Il n'y avait personne d'autre que Nicole Kidman et cet homme. Et Tom Cruise devait attendre là-bas, à Londres, dans sa chambre d'hôtel, attendre que ce soit terminé. Vous imaginez la jalousie, l'angoisse de Tom Cruise apprenant que sa femme était en train de batifoler avec un homme avec des étreintes physiques extrêmement crues. Évidemment, sans pénétration, certes, mais donc ça, c'est vraiment, je crois, un cas ultime d'utilisation de l'acteur studio. La dernière dédicace de la dernière édition de votre livre sur Kubrick, c'est pour votre épouse, Evelyne, et vous citez « Pour nos discussions autour des films de Kubrick ». Bon, puisque c'est écrit, j'ai le droit de rebondir. Est-ce qu'il y a un film de Kubrick sur lequel vous êtes en désaccord, elle et vous? Je ne crois pas vraiment. Je crois que c'est une grande admiratrice. Quand je l'ai rencontrée, peut-être ça aurait été un sujet de débat, et si elle détestait Kubrick, on ne sait pas ce qui serait passé. Shining, c'est le personnage de Jack Nicholson, cet écrivain, c'est une figure qui revient aussi souvent, c'est les malheurs qui arrivent aux intellectuels. L'intellectuel dans Orange Mécanique, sa femme est violée. Bon, c'est évidemment Anthony Burgess. Le professeur de français dans Lolita est mené en bateau. C'est pas une haine des intellectuels, mais c'est rare que des cinéastes utilisent des intellectuels comme figure tutélaire de leurs films. On montre plus souvent des combattants ou des ouvriers. Non, mais je pense que Kubrick ne faisait pas de privilégiés. Il n'y avait personne qui était privilégié, pas plus les intellectuels que les simples soldats, etc. Vous ne pensez pas qu'il se reconnaissait lui-même
davantage dans des gens qui manient les idées, comme les écrivains? Si, probablement. Mais je pense que, encore une fois, le fait que Nicholson soit un intellectuel, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'avait pas pardonné à Pauline Kael. Moi, je me rappelle une petite anecdote qui va vous intéresser sur son rapport à son œuvre. Quand il m'a montré Shining, j'ai vu le film un peu avant la sortie du film. Personne ne l'avait vu, il m'a montré le film parce que je terminais mon livre. Et il y avait la phrase que tape à la machine, répétée tout le temps, « All work and no play makes Jack a dull boy », qui était traduit dans les sous-titres français par une comptine absolument qui n'a aucun rapport. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, quand je suis rentré après la projection, j'ai dit à Kubrick, mais vous pouvez pas changer ce... Parce que moi, j'ai trouvé une expression meilleure. Travail sans loisir rend Jacques triste cire. Ce qui était exactement ce que Pauline Kael avait écrit. All work and no play makes Stanley a dull boy. Travail sans loisir rend Stanley un triste cire. Elle n'avait pas la rime, évidemment, c'était différent, c'était en anglais. Et Kubrick avait été tellement bouleversé par cette phrase méchante, très méchante de Pauline Kael, qui s'attaquait à sa personne en disant que le film était finalement raté. C'est un triste bonhomme que Monsieur Kubrick, qu'il m'a dit, mais non, c'est pas mal votre traduction, mais moi je préfère la mienne. Parce que la traduction qu'il avait choisie l'éloignait complètement du mot de Pauline Kael. Savoureuse anecdote. On part au Vietnam. Full Metal Jacket. Mon colonel. Marine, c'est quoi ce badge que vous avez là? Un symbole de paix, mon colonel. D'où sortez-vous ça? Je ne me souviens pas, mon colonel. Sur votre casque, quelle est cette inscription? Né pour tuer, mon colonel. Alors, on est pour tuer sur votre casque et symbole de paix sur la poitrine. Ça veut dire quoi exactement? C'est une blague ou quoi? Non, mon colonel. Où voulez-vous en venir avec ça? N'en sais rien, mon colonel. Vous n'en savez pas lourd, hein? Non, mon colonel. Rebranchez vos neurones et mettez-vous en phase, ou je vous préviens que ça va chier. Oui, mon colonel. Répondez à ma question. Je vous fais tâter du conseil de discipline. Disons que pour moi, c'est quelque chose comme la dualité de l'homme, mon colonel. La quoi? La dualité de l'homme, le truc de Carl Jung, mon colonel. De quel côté êtes-vous, fils? De notre côté, mon colonel. Vous n'aimez pas votre pays? Si, mon colonel. Alors je vous conseille de vous remotiver. Au paquet, à fond pour la victoire et la gloire de nos armes. Oui, mon colonel. C'était donc Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Dans Shining, le fantôme est supposé être à l'extérieur. Il vient d'un autre temps. Mais en fait, à travers cet extrait, on comprend que le fantôme, il est dans l'être humain. L'être humain a deux faces, la référence à Carl Jung. Ça aussi, c'est l'alpha et l'oméga du regard de Kubrick sur la vie. Oui, je pense que dans tout le Metal Jacket, il y a le badge qui dit pacifiste et en même temps guerrier. Il y a un badge de pacifisme. La fin du film, tout de même, c'est des soldats qui chantent le chant de Mickey Mouse de Walt Disney. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est que la victoire au Vietnam? C'est l'arrivée des films d'animation de Disney, c'est-à-dire la conquête du monde par Hollywood. C'est ça qu'ils chantent. C'est l'ère de Walt Disney, de Mickey Mouse, le Mickey Club. Donc, je pense que chez Kubrick, il y a toujours cette ironie et puis la dualité de l'âme, effectivement. C'est tout de même étonnant dans ce film sur le Vietnam que Carl Jung soit cité dans une conversation avec un colonel. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Full Metal Jacket est un de ses films les plus secs? Oui, c'est jusqu'à l'os. Oui, c'est un film d'un dépouillement total. Alors, il y a des gens qui aiment seulement la première partie, qui trouvent l'entraînement terrifiant, et jusqu'à la mort du garçon obèse, que c'est Baleine, la mort de Baleine. Ils trouvent la deuxième partie qui se passe au Vietnam curieuse, parce que il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de progression, il y a une série de vignettes qui
donne un tableau de l'armée d'occupation. Et puis la troisième partie, qui est l'impératif territorial, où une Vietnamienne, à elle seule, tient en joue et s'oppose à toute une patrouille d'Américains. La défense du territoire, ça c'est les théories de Robert Hardray sur l'impératif territorial, comment la personne qui défend son territoire a une capacité de résistance plus forte que n'importe qui. C'est peut-être ce qu'on voit avec l'Ukraine en ce moment. Oui. Et par une simple séquence a priori anodine au début, où on voit des soldats se faire raser la tête, comme dans toutes les garnisons, en fait on comprend le message, c'est qu'ils sont aussi lobotomisés. Oui. Ce qu'on leur inflige, c'est pas juste les cheveux, c'est dans le crâne. Oui. Et Baleine devient un personnage comme l'ordinateur dans 2001, qui est incontrôlable et qui décide de se sacrifier. Oui, Baleine, c'est encore une fois une victime. Vous avez raison de le comparer à l'ordinateur. C'est une victime du mal qui est en l'être humain, qui est une victime de ce sergent recruteur, qui d'ailleurs a inventé pratiquement tout son dialogue, qui était un prodigieux inventeur de mots. Toutes les insultes qu'il envoie sont extraordinaires. Aucun scénariste n'aurait pu écrire ce texte. Pendant 50 ans, Stanley Kubrick... Il est comme un chef-d'œuvre de l'art moderne. Oui. Je crois qu'à la base, il y avait un vrai acteur, c'est ça, qui devait jouer ce rôle-là. Oui. Et puis, quand Lee Ermey... Il a pris Lee Ermey. Alors, pendant presque 50 ans, Kubrick n'a pas filmé sa ville natale. Et il y est revenu avec Eyes Wide Shut. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis le docteur Harford. Une de mes patientes a été admise chez vous ce matin, mademoiselle Amanda Curran. Est-ce que je peux avoir le numéro de sa chambre ? Certainement, docteur. À quel nom déjà ? Curran. Amanda Curran. C-U-2-R-A-N ? Oui. Mademoiselle Amanda Curran. C'est ça. Je suis désolée, docteur, mademoiselle Curran est décédée cet après-midi. Décédée cet après-midi ? Oui, à 15h45. Je suis désolée. Pour Stanley Kubrick, la mort n'est jamais filmée de manière classique. Dans Orange Mécanique, la femme au chat, quand elle est tuée, on ne voit pas le meurtre, on voit des dessins pop art. La mort du cosmonaute à la fin de 2001, elle est suggérée. Il se réincarne, pour ceux qui croient en cette notion. Et dans Eyes Wide Shut, il y a ça aussi, ce ballet continuel entre le désir amoureux et la mort. Le docteur Cruz est appelé au chevet d'un mourant au moment où sa femme lui fait une grande confession sensuelle. J'ai toujours pensé à Fritz Lang quand je vois les films de Kubrick. Je pense qu'il y a une catégorie de metteurs en scène qui font des réflexions sur le pouvoir. Je citais Mankiewicz. Je comprends qu'il était fasciné par Mankiewicz. Je pense à Francesco Rosi. Je pense à Kubrick. Je pense à Fritz Lang. C'est-à-dire des gens qui montrent la soif de contrôle, la volonté de contrôle qui peut conduire à la folie, peut conduire à folle amour. Je pense que c'est ça qui les unit, tous ces grands cinéastes qui ont une réflexion philosophique sur le monde et sur l'être humain, qui sont tous les cadres de grands pessimistes, parce qu'on ne peut pas ne pas être pessimiste quand on voit les horreurs que l'homme peut faire, et la fragilité finalement du cerveau, et la possibilité de sombrer dans la folie. Dans votre livre Passeport pour Hollywood, vous interviewez Billy Wilder, qui vous dit que comme beaucoup de gens, quand il avait 20 ans, il était influencé par Schnitzler, et qui voulait lui-même devenir écrivain. Voilà. Kubrick, là, il réussit le tour de force de faire un film, Eyes Wide Shut, qui touche au fin fond de nous, je pense, mais avec un dialogue qui est souvent... on a l'impression d'y être, en fait. C'est-à-dire que la nouvelle de Schnitzler, elle est passée de l'Europe de l'Est à New York, mais on a l'impression que ces mots-là pourront être prononcés dans 150 ans. Oui, mais je pense que la transposition de... Vous savez qu'au départ, c'était Woody Allen qui devait jouer le rôle de Tom Cruise. On a du mal à le croire. Et je pense que Kubrick voulait écarter tout le côté juif de Schnitzler, mais par contre, le parallèle entre New York et Vienne est tout à fait formidable, parce que
New York, comme Vienne, est une ville d'abord où la communauté juive est extrêmement importante, même si elle a souffert d'antisémitisme en Amérique, comme les Juifs ont souffert d'antisémitisme sous l'empereur, pas l'empereur lui-même, mais de la bourgeoisie autrichienne. C'est une ville cosmopolite, différemment de Vienne, qui rassemblait les Hongrois, les Roumains, les Polonais, etc. Mais néanmoins, c'est une ville cosmopolite aussi, New York, où toutes les nationalités trouvent refuge quand elles arrivent en Amérique. Donc il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et je pense que le fait de ce médecin du Upper East Side fait penser au médecin viennois. Donc c'est une transposition extrêmement intelligente que Frédéric Raphael a très bien servi, parce que Frédéric Raphael, qui a écrit avec Kubrick Eyes Wide Shut, qui était le seul scénariste professionnel que Kubrick a utilisé, parce qu'après Dalton Trumbo pour Spartacus, il n'a pris que des gens qui n'étaient pas des spécialistes du scénario. Tous les gens qu'il a utilisés, que ce soit pour Barry Lyndon, qu'il a écrit lui-même, ou bien Eyes Wide Shut, c'était Frédéric Raphael. C'est la première fois qu'il utilisait un professionnel du scénario. Parce que Kubrick ne voulait pas des gens qui étaient habitués au truc. Aux ficelles. Aux ficelles. Un peu comme Kazan, d'ailleurs. Kazan a fait la même chose. Il choisissait des écrivains pour écrire les dialogues, pas des spécialistes du dialogue. Mais moi, je suis tombé de ma chaise ou de mon lit quand j'ai appris dans votre livre que Kubrick avait à un moment envisagé que le couple se sépare à la fin, dans Eyes Wide Shut. Oui. Ça paraît insensé, parce que, évidemment, toute la grandeur de ce film, c'est qu'un couple peut être soumis à toutes les tentations, à toutes les imaginations. Ça reste quand même un couple uni à la fin. Fragile, mais uni et monogame. Absolument. Et c'est la seule note d'espoir dans le cinéma de Kubrick. Il y a quelques semaines, Claude Lelouch a dédicacé un livre de souvenirs. Et je lui ai demandé si une rumeur était vraie. Il paraît qu'avant Eyes Wide Shut, Kubrick a projeté La Bonne Année de Claude Lelouch à Cruise et Kidman en disant « J'adore ce film de Claude Lelouch ». Et Lelouch m'a dit « Non, c'est avant tous ces films que Kubrick montrait la Bonne Année ». Mais ce qui est sûr, c'est que c'était le cas pour Eyes Wide Shut. Non, ça m'a été confirmé par Sidney Pollack. C'était pas avant Eyes Wide Shut, c'était pendant Eyes Wide Shut, le soir, pour se détendre. Ils ont regardé La Bonne Année. Ils l'ont regardé même, je crois, plus d'une fois. Pas tous les soirs, mais peut-être 2 ou 3 fois, parce que Kubrick s'était entiché de ce film, des comédiens, la qualité du jeu des acteurs. C'est vrai que Lelouch est un très bon directeur d'acteurs, peut-être moins directeur que simplement captateur d'acteurs, et qu'il trouvait les comédiens tout à fait réjouissants et le dialogue très, très réussi. Et je pense qu'il n'y a aucune... C'est pas une vantardise de Lelouch. Non, bien sûr. C'est vrai que Sidney Pollack m'a confirmé que tous les deux, et peut-être Nicole Kidman et Tom Cruise, regardaient ensemble ce film pour se détendre. Et les masques que porte Lino Ventura dans La Bonne Année pour faire son casse sont pas très très loin des masques de la congrégation orgiaque dans Eyes Wide Shut. Et les masques sont partout dans le cinéma de Kubrick. Oui, bien sûr, mais ça c'était déjà tourné. Dans votre livre, vous insistez beaucoup sur la poésie de la couleur rouge dans Eyes Wide Shut. Il y a du rouge partout. On a l'impression... Le billard, le cercle... Le billard, c'est particulièrement inhabituel pour un billard. C'est le vert d'habitude. Le rouge, c'est le sang aussi. Et j'ai l'impression que Nicole Kidman est presque filmée de manière bergmanienne dans le film. À l'opposé de son mari Tom Cruise, qui est plus dans la... Bon, il sait plus où il en est, mais... Il essaye de retrouver la raison, les lumières sont claires, il est dehors, elle ne quitte jamais l'appartement. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un petit hommage à Bergman dans son monologue, dans sa manière d'être... Les pulsions, c'est quasiment cri et chuchotement. C'est d'autant plus juste que vous dites que parfois, je disais, en ayant vu Eyes Wide Shut, que tous les films de Kubrick appartenaient à un genre. La guerre, la science-fiction, l'horreur... tous les films de Kubrick peuvent être rattachés à un genre cinématographique, sauf Eyes Wide Shut. Mais Eyes Wide Shut, à mon avis, est à rattacher à un autre genre si on se place du point de vue américain. C'est le film d'auteur européen.
Kubrick, pour la première fois, a fait un film d'auteur à l'européenne, comme Bergman. Pas comme Fellini, mais comme Bergman. Bergman, qui est un des prototypes du film d'auteur, des grands auteurs apparus dans les années 50. Et donc Kubrick a fait un film de genre, encore une fois, cette fois-ci, qui échappe à tous les genres, parce que le film d'auteur européen, c'est un genre pour les Américains. Dans les salles de New York, quand on dit on va vous montrer un film d'auteur, ça veut dire c'est Truffaut, c'est Godard, c'est Fellini, c'est Antonioni, c'est Bergman, c'est même Losey, qui était un Américain exilé en Angleterre. Donc Kubrick a fait encore un film de genre, contrairement à ce qu'on a pu dire, le film d'auteur. Et le mot fuck, baison, que prononce Nicole Kidman à la fin de Eyes Wide Shut, c'est le dernier chapitre quand même d'une filmographie qui n'est pas du tout la filmographie d'un misogyne. Au contraire, la femme mène la danse, que ce soit dans Lolita ou même la chanson à la fin des Sentiers de la Gloire. Les militaires se retrouvent en train de se moquer de cette Allemande qui va chanter, et finalement ils se taisent et ils pleurent. Oui, vous avez raison. Je ne dirais pas que Kubrick est misogyne, comme certains l'ont dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes, mais on ne peut pas non plus nier que Eyes Wide Shut et Lolita sont les deux seuls films de Kubrick véritablement. Et encore, Lolita, comme Barry Lyndon, comme d'autres films de Kubrick, comme Orange Mécanique, donne au rapport entre les hommes et les femmes un caractère totalement malsain, totalement déséquilibré, et toujours de torture pour les femmes. Pour la première fois dans Eyes Wide Shut, il donne à une femme un rôle complexe, positif, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, je ne dirais pas que Kubrick est un cinéaste misogyne, je dis que c'est juste avant sa mort qu'il a vraiment abordé le mystère féminin en l'éclairant de façon très positive. Qu'est-ce que vous lui auriez posé comme question s'il n'était pas décédé sur Eyes Wide Shut avant la sortie du film? J'imagine qu'on vous l'a déjà posé, que vous l'êtes vous-même déjà posé. Non, on ne m'a pas posé cette question. Je pense que notre conversation que vous avez menée très bien, je pense que ça aurait recoupé un certain nombre des questions que je lui aurais posées par rapport justement à ces autres films. Que ce n'était pas... Moi, j'ai assisté à une projection pour la presse à Londres. Je suis allé à Londres voir le film dans sa salle de projection. Il avait une salle de projection. Sa famille, après sa mort, m'a autorisé à regarder le film tout premier. Et 3 jours après, il y avait une projection pour toute l'Europe à Londres, dans un grand cinéma, un junket. Et donc, je me suis retrouvé, parce que je voulais voir une deuxième fois avant d'écrire dessus, je me suis retrouvé avec 80 critiques envoyées d'Autriche, d'Espagne, du Portugal, de Suède, de France, etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer le désarroi des confrères. Ils ne savaient pas quoi penser du film. Ils étaient complètement perdus. Ils se demandaient qu'est-ce que Kubrick avait voulu faire. C'était tellement différent, un peu comme ces autres films qui ont eu souvent de très mauvaises critiques. C'était tellement différent de tout ce qu'il avait fait jusque-là que, effectivement, probablement, dans ma conversation avec lui, je lui aurais posé beaucoup des questions auxquelles j'ai essayé de donner des réponses maintenant avec 20 ans de recul. Il y a cette phrase glaçante que prononce Sidney Pollack à la fin. Et quand il dit au docteur Bill, il disait « Si je te disais qui étaient les personnes derrière ces masques pendant l'orgie, tu en perdrais le sommeil. » C'était assez précurseur de beaucoup de choses qu'on vit là depuis quelques années sur les scandales sexuels qui explosent. Et je ne pense pas qu'un autre cinéaste aussi huppé que Kubrick aurait pris le risque de faire une séquence comme ça. Moi, je me souviens d'avoir eu le souffle coupé littéralement en salle quand j'ai vu cette séquence. Quelle séquence? La séquence de l'orgie. Ah oui. Et la manière dont Sidney Pollack l'a déconstruit froidement à son bureau autour d'un verre de whisky à la fin. Mais c'est une orgie très stylisée. C'est pas l'orgie à la Babylone. Alors pour finir, Michel Simon, dans votre livre, il y a un entretien où Kubrick est assez circonspect sur l'idée qu'une œuvre d'art puisse changer la vie des gens. Il dit, en gros, les gens trouvent dans une œuvre d'art ce
qu'il voulait chercher ou ce qu'il voulait y trouver. Je crois que la question c'est, je me demande combien de personnes ont déjà changé d'avis au contact d'une œuvre d'art. Qu'est-ce que fondamentalement il a changé dans votre vie à vous? Je crois qu'il n'a pas changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un avec lequel je me sentais très, très proche, pas seulement par son génie qu'il avait, que je n'avais pas, mais très proche mentalement. C'est-à-dire, je pense que j'ai été très séduit. Mon père était juif d'origine, d'Europe centrale. Hongrois. Comme le séducteur dans Eyes Wide Shut. Oui, enfin. Ça aurait pu être vous, hein. Et je pense que je me retrouve beaucoup dans ce scepticisme d'Europe centrale, du grand libéralisme que j'ai retrouvé chez Wilder, chez Mankiewicz, chez Fritz Lang, tous des cinéastes qui m'ont beaucoup intéressé. Je pense qu'il appartient à cette grande famille, même s'il est très différent des autres, et chacun étant différent des autres aussi. Mais c'est pour moi un des sommets de la civilisation, parce que c'est des gens qui ont, dans une époque comme la nôtre, où chacun est tellement sûr d'avoir raison contre tous, que ce scepticisme séduit beaucoup plus. Ken Adams, son décorateur, disait que parfois, c'est dans votre livre, il est obligé d'aller se coucher pour se reposer après une discussion avec Stanley Kubrick. Vous aussi, quand vous réécoutiez les bandes ou relisiez vos notes, vous disiez « il faut que je trie dans tout ce que j'ai entendu ». Non, justement, ce qui me frappait, c'est qu'il n'y avait rien à trier. Ce qui me frappait, c'était la densité, la façon d'abord dont il acceptait de répondre aux questions avec énormément de gentillesse, de savoir-faire. Il fuyait pas les questions. Il était comme un élève qui disait « j'ai bien répondu, vous êtes content, ça vous a intéressé ». Voilà, il était très soucieux. Il n'était pas arrogant, il n'était pas supérieur. Et je pense que... oui, je pense que c'était... Il n'a pas changé ma vie, mais ça a été évidemment une des grandes rencontres de ma vie, mais j'en ai fait d'autres. Je voudrais terminer par une phrase de Michael Herr, qui a contribué à Full Metal Jacket et qui disait à propos des idées dures, irrévérencieuses de Kubrick pendant toute son œuvre, il disait si c'était un romancier qui avait exposé ses idées, on l'aurait pris pour un visionnaire. Et comme c'est un cinéaste, on le prend pour un misanthrope. Pour un misanthrope? Oui, non, mais c'est très vrai. Michael Herr, ça me rappelle que nous avons vu ensemble Full Metal Jacket pour la première fois. Et on est revenu en taxi et je lui ai demandé de faire un entretien avec lui sur le film. Et il a accepté tout de suite. Et ensuite, il n'a plus jamais donné d'entretien sur Full Metal Jacket parce que Kubrick a dû savoir qu'il avait fait un entretien. Et il n'aimait pas que les collaborateurs parlent de lui et des projets. Par exemple, il n'aimait pas que Frédéric Raphael ou Diane Johnson, la scénariste de Shining, Frédéric Raphael sur Eyes Wide Shut, parlent de ses films. Donc je pense que Michael Herr, on lui a dit « Michael, je t'aime beaucoup, mais cesse de commenter les films ». Merci beaucoup, Michel Simon, d'être venu dans Le Vrai Monde parler de Kubrick. Merci. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Pour l'instant, je me repose. Je lis beaucoup, mais je n'ai pas de projet. Et je vous souhaite une très bonne année au passage. Merci. À bientôt.